Kagame sommé de quitter Uvira. Le retrait du RDF exigé sans condition. La bataille d'Uvira n'a pas seulement été militaire, elle a été politique, diplomatique et symbolique. Derrière l'annonce d'un retrait des troupes liées au régime de Kigali se cache un affrontement de volonté, où l'arrogance d'un homme s'est heurtée à une réalité internationale devenue impossible à ignorer. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bonjour et bienvenue dans cette édition où notre voix panafricaine, enracinée dans la défense de la souveraineté, de la dignité et de la vérité africaine, s'élève une fois de plus pour décrypter ce qui se joue réellement dans les collines d'Uvira, sur les rives du Tanganyika et dans les salons feutrés du pouvoir mondial. Ce qui se passe aujourd'hui à Uvira n'est pas un simple mouvement tactique sur une carte militaire, c'est un révélateur brutal des limites de la stratégie de Paul Kagame, de l'effondrement de ses narratifs et de la reconfiguration des rapports de force dans la région des Grands Lacs. Depuis des années, Uvira est une ligne rouge, ville stratégique du Sud Kivu, verrou géographique entre le Burundi, le lac Tanganyika et l'intérieur du Congo. Uvira n'est pas Bunagana, n'est pas Rutshuru, n'est pas un territoire périphérique que l'on peut occuper en pariant sur le silence international. Uvira est un symbole. Justement pour cela que sa tentative via les avatars désormais bien connus que sont le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa relevait moins d'une opération militaire rationnelle que d'un acte d'hubris, une démonstration de force destinée à rappeler à la région et au monde qu'ils se croyaient encore intouchables. Or, cette fois, la réaction ne s'est pas fait attendre. Les États-Unis, sous l'administration de Donald Trump, ont franchi un seuil que Kigali n'avait pas anticipé. À la tribune des Nations Unies, les représentants américains n'ont plus parlé en termes vagues ou prudents. Ils ont nommé les choses. Ils ont affirmé que Paul Kagame lui-même commandait l'attaque contre Uvira. Cette déclaration, lourde de conséquences, a fait voler en éclats le dernier rempart de la stratégie rwandaise, la négation plausible. Pendant des années, Kigali s'est abrité derrière le mythe de groupes rebelles autonomes, de dynamiques locales incontrôlées, de conflits internes congolais. À Uvira, ce masque est tombé. C'est dans ce contexte qu'est apparu ce fameux communiqué attribué à l'AFC de Corneille Nangaa, annonçant un retrait des forces. Un document qui, à lui seul, est une leçon de géopolitique, daté de manière erronée, confondant novembre et décembre, rédigé en anglais alors que son signataire, supposé s'exprime essentiellement en français, truffé d'incohérences, il a trahi son véritable auteur. Ce communiqué n'était pas celui d'un mouvement congolais prenant une décision souveraine, mais celui d'un appareil de communication pressé, bricolé à la hâte pour offrir à Kagame une porte de sortie narrative. L'objectif était clair, faire croire que le retrait était volontaire, interne, presque généreux. Mais plus personne n'est dupe. La vérité est simple et brutale. Kagame n'a pas décidé de se retirer d'Uvira. Il y a été contraint. Contraint par une pression américaine directe, ferme et manifestement assortie de menaces suffisamment sérieuses pour faire vaciller un régime qui, jusque-là, se croyait à l'abri. Nous ne savons pas exactement quels mots ont été employés, quelles lignes rouges ont été tracées lors des échanges entre Washington et Kigali. Mais une chose est certaine, le message était si clair, si dur, qu'il a suscité la peur. La peur d'un isolement diplomatique total, la peur de sanctions économiques ciblées, la peur de voir le mythe du Rwanda modèle, chéri des chancelleries occidentales,
s'effondrer définitivement. La question fondamentale que nous devons poser aujourd'hui est la suivante. À quoi pensait Paul Kagame en tentant de s'emparer d'Uvira? Qu'espérait-il gagner? Militairement, l'opération était risquée. Politiquement, elle était explosive. Diplomatiquement, elle était suicidaire. En avançant vers Uvira, Kagame ne gagnait pas un territoire durable, il gagnait des ennemis. Il consolidait l'hostilité du Burundi, déjà inquiet de l'arrogance rwandaise à ses frontières. Il renforçait la détermination de la République démocratique du Congo à internationaliser le conflit. Et surtout, il testait inutilement la patience d'une administration américaine qui, contrairement à certaines périodes du passé, semblait décidée à ne plus tolérer les ambiguïtés. Ce geste s'inscrit dans une trajectoire plus large, celle d'un pouvoir qui s'est progressivement enfermé dans sa propre propagande. Lorsque Kagame se présente devant son peuple, frappant sa poitrine, se posant en homme fort défiant le monde entier, il ne s'adresse pas seulement aux Rwandais. Il tente de se convaincre lui-même qu'il contrôle encore le jeu. Lorsqu'il affirme avoir appelé le président du Burundi comme on convoquerait un subalterne, il révèle une vision profondément hiérarchique et méprisante de la région. Mais cette arrogance a un coût. Elle alimente les coalitions tacites contre Kigali, elle érode la sympathie internationale. Elle transforme l'image d'un dirigeant autrefois perçu comme un stabilisateur en celle d'un facteur d'instabilité. Uvira marque donc un tournant. Non pas parce que Kagame serait soudain devenu raisonnable ou pacifique, mais parce que les rapports de force ont changé. Les États-Unis, en exposant publiquement son rôle, ont envoyé un signal à toute la région. Le temps de l'impunité narrative est révolu. Ce signal a été entendu non seulement à Kigali, mais aussi à Bujumbura, à Kinshasa, à Kampala et au-delà. Il redéfinit les marges de manœuvre de chacun. Pour la République démocratique du Congo, cette séquence est lourde d'enseignements. Elle montre que la diplomatie, lorsqu'elle est cohérente, persistante et appuyée par des preuves, peut produire des résultats là où les armes, seules, peinent à imposer la paix. Elle confirme que le choix de porter le dossier rwandais sur la scène internationale n'était pas une fuite de responsabilité, mais une stratégie nécessaire face à un adversaire soutenu et protégé pendant trop longtemps. Elle rappelle aussi que la vigilance reste de mise. Kagame peut reculer à Uvira, mais il n'a pas renoncé à son projet d'influence régionale. C'est pourquoi il serait naïf de célébrer prématurément. Le retrait annoncé doit être vérifié, observé, documenté. Les forces qui se déplacent aujourd'hui peuvent se redéployer demain sous d'autres noms, d'autres sigles, d'autres prétextes. L'histoire récente du Congo nous a appris que les communiqués ne font pas la paix, que les promesses écrites peuvent être violées dès que l'attention internationale se détourne. La souveraineté se défend dans la durée, par la cohérence politique, par le renforcement des institutions nationales, par la reconstruction d'une armée digne de ce nom et par l'unité du peuple. Mais il serait tout aussi faux de minimiser la portée symbolique de ce moment. Voir Kagame contraint de reculer sous la pression internationale est en soi un événement. Cela brise le mythe de son intouchabilité. Cela redonne de l'air à ceux qui, dans la région, subissent depuis des années les conséquences de ces aventures militaires. Cela ouvre une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer des dynamiques nouvelles, à condition que les acteurs africains sachent les saisir. À Africa Flashes, nous le disons avec clarté et sans détour. La paix dans les Grands Lacs ne viendra pas de la soumission à l'arrogance d'un seul homme, ni de la fragmentation permanente de la RDC au profit d'intérêts étrangers. Elle viendra de la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté congolaise, du respect des frontières héritées de l'histoire et d'un dialogue régional débarrassé
des mensonges stratégiques. Uvira est un rappel brutal que le Congo n'est pas un terrain de jeu, que ses villes ne sont pas des trophées et que son peuple ne se laissera pas éternellement prendre en otage par des calculs cyniques. Alors oui, attendons et observons. Restons lucides. Refusons les illusions faciles. Mais reconnaissons aussi que quelque chose s'est fissuré dans l'édifice de la domination rwandaise. Et dans cette fissure se trouve peut-être l'opportunité, fragile mais réelle, de reconstruire une dynamique de paix fondée sur la justice, la vérité et la dignité africaine. Ici, à Africa Flashes, nous continuerons à vous dire ce que d'autres taisent, à analyser ce que d'autres simplifient, et à défendre, sans compromis, le droit du Congo à vivre en paix sur sa propre terre. Les accords de paix signés entre la RDC et le Rwanda le 4 décembre 2025 sous la supervision du président des États-Unis, Donald Trump, visent le renforcement des engagements de ces deux pays pour mettre fin à plusieurs décennies de conflits, favoriser la coopération économique et jeter les bases solides d'une paix durable. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucy Tamlin, qui reconnaît et applaudit cet événement historique de Washington, a au même moment, au cours d'une conférence de presse tenue en sa résidence, exprimé son indignation face à cette reprise des affrontements sur terrain dans la partie est de la RDC. Lucy Tamlin s'est dit déçue de ces comportements affichés par le Rwanda. On a dit clairement que nous voulons que le Rwanda respecte ses engagements faits avec le président Trump à Washington le 4 décembre. Donc, c'est ça notre réaction. Nous allons travailler très étroitement avec tous les pays concernés pour que les engagements soient respectés. À la question de savoir si ces accords signés à Washington reflétaient déjà un échec, ou même comme certaines voix le disent, faudrait-il y associer d'autres acteurs comme les Nations Unies ou quelques personnalités locales autour de cette table, l'ambassadeur Lucy Tamlin reste rassurant pour l'accompagnement de son pays à la recherche de la paix en RDC et pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Non, je pense que le président Trump a montré qu'il va lutter pour la paix en RDC. Lui-même, il est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain ici. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de préparer une réponse. Les États-Unis, selon Tamlin, restent fermement attachés à soutenir ces efforts tout en reconnaissant que l'immense potentiel économique de la région des Grands Lacs ne pourra se réaliser que par la mise en œuvre complète des engagements en matière de paix et sécurité. Et contrairement aux rumeurs